Vous êtes bien installés? La conférence va bientôt commencer. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre Terre. Bonjour à tous, je m'appelle Grace, je suis en 6e. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le réalisateur et photographe Yann Arthus Bertrand. Vous êtes très nombreux à assister à cette conférence en direct depuis le monde entier. Bonjour monsieur et bienvenue sur notre plateau. Est-ce que tu peux m'appeler Yann s'il te plaît et pas monsieur? Bonjour Yann. Vous allez animer une conférence de 15 minutes avant de répondre en direct aux questions des élèves. C'est à vous. C'est à moi. Bonne conférence à tous. Bon alors on commence. Alors bonjour à tous. Je vous embrasse tous tendrement et je suis ravi de vous parler. D'abord, on va parler de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire la biodiversité? La biodiversité, c'est tout ce qui vit sur Terre. Bio, ça veut dire la vie en grec. Il y a beaucoup de mots français qui viennent du grec, après du latin. Donc ça veut dire la vie sur Terre. Alors on va commencer. Ça c'est une photo du Cœur de Veau, qui est une photo que j'ai faite il y a très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Simplement c'est une île, tu vois, avec les... Vous voyez, excusez-moi. Et avec toute la mangrove qui pousse autour. La mangrove, ce sont des arbres qui poussent dans la mer. Alors tout ce qui est vert autour de cette photo, c'est des arbres. Et là, c'est un cœur et c'est un symbole de ce qui est peut-être plus important, c'est d'aimer la vie et de respecter. Donc c'est pour ça que je voulais commencer cette conférence avec une photo, avec un symbole d'amour. Parce que c'est important de parler d'amour, d'aimer la vie. Là, on va avancer la photo. Hop, ça ne marche pas, attends, ça va dans tous les sens, hop, là. Alors, comment moi je suis venu aux animaux et à la biodiversité? Quand j'avais 30 ans, j'ai décidé de devenir un scientifique. Je voulais devenir scientifique et j'ai parti étudier les lions avec ma femme et mes 2 petits-enfants qui avaient 2 ans et 4 ans. Et on est resté pendant 3 ans pour suivre la même famille de lions, pour essayer de faire une étude sur le comportement. Alors voilà, ce qu'ils mangeaient, le nombre de petits qui naissaient, la taille du territoire. Et ça, c'est une photo qui est très connue que j'ai faite. C'était le petit lion, c'est le fils du gros mâle qui s'appelait Hook, voilà, qui était le chef des lions, qui mord les fesses de son papa. Voilà. Vous pouvez essayer ce soir si vous voulez. Dans l'autre sens, voilà. Et donc, pour faire cette étude, j'ai commencé à faire les études à travers la photographie. Alors ma femme, elle écrivait, parce qu'elle écrivait beaucoup mieux que moi, je faisais beaucoup moins de fautes d'orthographe que moi, et moi, je faisais les photos. Et en fin de compte, je ne suis pas devenu scientifique, je suis devenu photographe, parce que je trouvais ça formidable. Quand on suit une famille de lions, comment est-ce qu'on reconnaît les lions? Parce qu'il y a beaucoup, tous les lions ont l'air de se ressembler. Mais les lions, on les reconnaît en comptant les poils des moustaches. Et les petits poils qui sont là, moi, on peut compter les poils de ma moustache. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Vous voyez, il y avait une petite fiche comme ça, voilà, où chaque lion avait une fiche et on les reconnaissait comme ça. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière et tous les matins, j'emmenais les touristes en ballon pour leur montrer la nature et les animaux. Alors après, je suis devenu photographe aérien, c'est-à-dire comme j'ai beaucoup aimé faire du ballon, et j'ai vu l'importance de la photographie aérienne, je suis devenu photographe surtout spécialisé dans la photographie aérienne. Donc je pars en hélicoptère dans le monde entier, faire un peu un état de la nature. Alors, on va commencer par la forêt. Vous savez, ce qui est intéressant, la forêt, c'est un peu le symbole de la biodiversité. Tout est intéressant, toute la vie dans la forêt est intéressante, du haut des arbres, des feuilles jusqu'en bas. Et la biodiversité, souvent, elle est invisible. 80%, donc pratiquement la plus grande partie de la biodiversité, elle est invisible. Par exemple, si vous prenez vous êtes dans la forêt, vous prenez une cuillère à café de la terre. Dans cette cuillère à café de terre, il y aura plus de bactéries, d'êtres vivants qu'il y a d'hommes sur la terre. Il y aura plus de 7 milliards d'êtres vivants dans une petite cuillère à café de terre. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que la forêt, c'est 80%
dans la forêt. Aujourd'hui, on estime qu'on connaît que 80% de la biodiversité. Donc on a encore énormément de choses à découvrir. Donc quand on déforeste la forêt, qu'on coupe la forêt, eh bien on est en train de perdre de la biodiversité qu'on n'a même pas découvert, qu'on ne sait même pas ce que c'est encore. Donc c'est un peu comme si on effaçait le disque dur d'un ordinateur sans même regarder ce qu'il y avait dedans. Alors on va avancer dans ce sens-là. Voilà. Alors ça, c'est à Madagascar. Tout le rocher que vous voyez là, avant la terre, il y a très très longtemps, était entièrement couverte de la mer. Et tout ce que vous voyez là, c'est du calcaire. Ce sont des animaux morts qui sont déposés au fond de la mer. Puis après, quand la mer est partie, avec l'évolution, les animaux morts, ils sont restés. La craie, par exemple, qui est écrite sur un tableau noir, ce sont des animaux morts. Et l'arbre que vous voyez là, c'est un arbre qui est en train de pousser sur le rocher. Et c'est un peu comme le début de la vie sur la terre. C'est le début de la biodiversité. Cet arbre-là, quand il va mourir, il va pourrir, il va fabriquer la terre. Et quand il y aura beaucoup, des millions et des milliards d'arbres, millions d'animaux qui vont vivre sur ces rochers, ben à la fin, ça va se recouvrir de terre et qui va être un être vivant. Alors bien sûr, on va vous parler un tout petit peu du changement climatique, mais pas trop. Le changement climatique, c'est assez simple, hein. Quand on envoie comme ça tous ces produits dans l'atmosphère, eh bien ça fait comme une espèce de protection qui empêche les rayons du soleil, de la chaleur de repartir. Il y a un exemple très simple. Si vous mettez une voiture sur un parking sans ouvrir les fenêtres, eh bien c'est un peu ce qui va se passer. Hein. Quand tu mets une voiture, qu'est-ce qui va se passer quand tu mets une voiture dans un parking? Ben, les fenêtres fermées, avec la chaleur, ça va chauffer. Et que la chaleur ne va pas pouvoir partir. Le réchauffement climatique, c'est ça. C'est le soleil qui rentre sur la Terre et qui n'arrive plus à partir. Alors moi, mon métier, c'est d'aller autour du monde et de faire des belles images, mais c'est aussi d'expliquer ce que je photographie. Ça, par exemple, c'est la barrière de corail. La barrière de corail, c'est extrêmement, extrêmement important. D'abord parce qu'avec le réchauffement climatique, simplement un petit demi-degré de différence de la température de la Terre, un demi-degré de différence, ça peut tuer le corail. Et le corail, c'est très important parce que un quart des poissons dépendent du corail pour vivre. Je ne sais pas me tromper de sens. Voilà. Alors ça, c'est le plancton. Le plancton, c'est très très important. Il y en a des milliards et des milliards dans la mer. C'est moitié animal, moitié végétal. Et je vais vous demander à tous de prendre une grande respiration. On respire ensemble. Sur la respiration que vous allez faire, il y aura 50% de l'air que vous respirez qui va venir des planctons, c'est grâce à eux, et 50% qui va venir des arbres. On va respirer. Merci à la mer. Je respire encore une fois, et merci à toutes les plantes qui sont sur Terre. T'as compris ou pas? T'es trop intelligente, toi. J'espère qu'ils vont tous comprendre comme toi. Voilà. Et alors on va continuer comme ça, dans ce sens-là. Ah, je vais pas y arriver, moi. Alors donc voilà, ça c'est toutes les algues qui sont sur la mer qui aussi font notre oxygène. D'ailleurs, j'aurais dû vous faire respirer sur cette photo, mais on a compris. La pollution, ça, c'est un oiseau qui est mort dans le Pacifique, donc très très loin de chez nous. Le Pacifique, c'est à l'autre bout de la planète. C'est comme vous traversez avec une épingle la planète. Vous allez de l'autre côté, dans le Pacifique. Eh bien, tout ce que vous jetez dans la mer ou dans un caniveau, même là, dans la rue, eh bien, quelquefois, ça se retrouve dans la mer. Et ces oiseaux, qui s'appellent les albatros, ils sont tous en train de mourir parce que les petits... Les mères, quand elles volent comme ça, elles mangent, elles prennent manger des poissons, elles attrapent sur la mer des petits objets en plastique, parce que le plastique n'arrive pas à se dissoudre dans la mer et va rester des milliers d'années avant de disparaître. Donc quand vous jetez quelque chose dans la rue, dites-vous bien que ce morceau de plastique, il peut aller à l'autre bout du monde. Et ce que vous faites aujourd'hui, eh bien, à l'autre bout du monde, ça a un impact. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle les albatros. Et tous les petits albatros nourris par les parents sont en train de mourir à cause de la pollution. Alors vous voyez, ça c'est un poisson qui s'est installé dans une canette de Coca-Cola, voilà, pour marquer que vraiment, voilà, les animaux s'installent un peu partout, puis il y a des algues qui poussent un petit peu partout. Voilà, c'est pour vous montrer qu'une canette de Coca peut être utile dans la mer, il ne faut quand même pas les jeter dans la mer, hein, s'il vous plaît. Ah, il y a les abeilles avant, non? On va voir, c'est les éléphants, pas directement ça. Alors les éléphants, ça c'est une photo que j'ai faite en Afrique. Alors toutes les photos que je fais,
j'essaye toujours d'essayer de comprendre. Puis la biodiversité, elle est partout. Elle est on en parlera tout à l'heure, mais elle est aussi bien dans les villes. Et ça, c'est une photo des éléphants. Ce qui est terrible en ce moment, c'est de penser que les éléphants sont en train de disparaître. Les éléphants, c'était 20 millions, vous vous rendez compte, 20 millions d'éléphants au début du siècle dernier. Aujourd'hui, ils sont plus que 350 000. Tous les jours, on tue des éléphants. Toutes les 20 minutes, il y a un éléphant qui est tué sur la Terre, surtout à cause de l'ivoire. Voilà, et je pense que les politiques ne font pas bien leur boulot parce qu'on devrait interdire complètement d'acheter et de vendre de l'ivoire. Voilà. Alors peut-être que ces des éléphants que j'ai vus moi, ben peut-être que vous, quand vous irez dans le Botswana où j'ai fait cette photo, vous n'aurez plus la chance de faire cette photo parce que les scientifiques parlent que tous les éléphants vont disparaître de toute façon si on continue comme ça. Je ne vais pas arriver dans le bon sens. Alors les abeilles. Bon, les abeilles, c'est extraordinaire. Hein. On sait bien que aujourd'hui, les abeilles. Vous savez, la biodiversité, elle est partout. C'est-à-dire que vous vous servez de la nature tous les jours. Ce matin, vous vous êtes levé, peut-être que vous avez pris une douche, ou hier soir, eh bien, vous l'avez fait avec l'eau de la nature. Hein. Après, vous avez mangé des céréales. Eh bien, les céréales, c'est quoi? Ça vient de la nature. Hein. C'est des plantes qu'on a domestiquées. Vous avez bu du lait. Du lait, bon, c'était les vaches qui vous l'ont donné. Qu'est-ce que c'est que une vache? Fait partie de la nature. C'est un animal sauvage qui est devenu après un animal domestique. Hein. Les vêtements que tu portes sur toi, c'est du coton. Hein, du coton, c'est quoi? C'est une plante. Donc, c'est de la nature. Donc, la biodiversité, elle est partout. Vous avez pris votre voiture ou un bus pour aller à l'école, eh bien, elle a fait marcher avec quoi? Elle a marché du pétrole. Le pétrole, c'est quoi? C'est les animaux morts, des plantes mortes il y a très 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 longtemps qui ont fait du pétrole. Donc, tout est nature autour de nous. Et la biodiversité, elle est partout. D'ailleurs, toi-même, tu fais partie de la biodiversité. Il n'y a pas d'un côté la biodiversité. Toi aussi, tu fais partie de la biodiversité. Tu es d'accord ou pas? Ne dis pas non à ce que je dis, s'il te plaît. C'est la seule qui peut répondre. Les abeilles, bien sûr, ça rend des services incroyables à ce qu'on mange. Hein. On estime que les abeilles, 70% de ce qu'on consomme provient de la pollinisation des abeilles. Là, c'est les amandes, par exemple, qui sont en culture aux États-Unis. Eh bien, il n'y a pas assez d'abeilles pour polliniser, vous voyez, pour faire marcher, pour faire polliniser les fleurs des arbres, afin qu'elles puissent faire des amandes. Donc, on importe des ruches. Je ne sais plus combien on en amène. Voilà, on amène 50 000 ruches. Donc, en fin de compte, même beaucoup. La biodiversité, on l'utilise, quoi. On a commencé, c'est l'industrialisation de la biodiversité. C'est vraiment beaucoup. Ah ben oui, c'est beaucoup. J'arrive pas à faire marcher ma roulette. La roulette, alors bien sûr, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour mettre plus de biodiversité dans l'agriculture, on met des arbres. On plante des arbres et j'espère que les paysans en France vont mettre des arbres partout. Souvent, il y a des énormes cultures, des grands terrains plats gigantesques. On a coupé tous les arbres pour faire de la monoculture. C'est bien d'avoir plusieurs biodiversités, puis de mettre des arbres partout, parce que les arbres, bien sûr, ça amène de l'eau, puis ça amène aussi des insectes, tout ça est utile. Il y a une espèce d'équilibre incroyable qui se fait dans la nature qu'il faut respecter. La déforestation, alors. La déforestation, c'est quelque chose qui est gigantesque. Hein. On estime que tous les ans, déforestation, c'est qu'on coupe les arbres pour faire des champs, pour faire de l'agriculture. Parce qu'on est 9 milliards, on est 7 milliards sur la Terre. Et donc, il faut nous nourrir tous les jours. Moi, quand je suis né, on était 2 milliards. Et dans ma vie d'homme, moi j'ai 71 ans, on est passé à 7 milliards 400 millions. C'est incroyable de penser que... Et plus il y a d'hommes, moins il y a d'animaux sauvages. Parce que l'homme, il consomme la terre. On voit sur cette photo, il consomme la forêt pour faire quoi? Pour faire de l'agriculture, pour se nourrir. Mais le problème, c'est que c'est même plus pour se nourrir soi-même aujourd'hui, c'est pour nourrir des animaux qu'on va manger. Donc toute cette déforestation-là, elle est faite en grande partie pour faire du soja, pour faire du maïs, pour nourrir les animaux qu'on va consommer. Et ça, c'est pas du tout développement durable. Ah, hop. Ah, la molette, là, j'arrive pas à la faire marcher. Ah, hop, 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 voilà. Donc tous nos animaux qu'on consomme, ces animaux-là, alors ça c'est selon l'agriculture, alors les paysans font un travail formidable et j'adore les paysans et je les embrasse et je les aime, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à manger moins de viande et peut-être de payer plus cher ce qu'on consomme pour aider les paysans. Les paysans, ils sont très très importants dans la biodiversité. C'est eux qui sont les gardiens de la biodiversité. Donc c'est à eux de respecter la terre les premiers et il faut qu'on les aide un maximum. Les paysans, je vous embrasse, même si je demande qu'on mange un peu moins de viande, mais qu'on mange de meilleure qualité et qu'on vous paye la viande plus chère, que vous puissiez vivre correctement. Voilà, alors on va revenir en arrière. Voilà. Et puis alors nous, on a ouvert un endroit à Paris. Tout le monde
Vous êtes tous les bienvenus, c'est dans le Bois de Boulogne, ça s'appelle la Fondation Good Planet. Et là, tout le temps, on peut recevoir les écoles, les enfants pour parler de biodiversité. Hop. Alors, c'est dans le Bois de Boulogne, vous pouvez nous envoyer un petit sur la Fondation Good Planet, c'est assez facile. Voilà, là, il y a des expositions de photos, qu'on peut montrer. Vous voyez, il y a des gens qui vous expliquent les plantes, qui vous expliquent la nature, voilà. Et puis je voulais finir par la même photo parce que c'est toujours pour parler d'amour. En fin de compte, parler d'écologie, c'est parler d'aimer la vie autour de soi, d'aimer ce qui nous entoure, parce que quand on aime, eh bien, on le respecte. T'es d'accord ou pas? Bon, d'accord. J'ai fini ma conférence, je ne sais pas, j'ai dû parler 15 minutes, ou moins ou plus. Maintenant, je suis prêt pour le quiz et pour vos questions. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. T'es gentil. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Nous vous proposons de répondre à un petit quiz de 3 questions. Vous pouvez y répondre directement en vous connectant à votre compte Equalix. Attention, c'est parti pour la première question. Qu'est-ce que la biodiversité? Réponse A. Un magasin qui vend des produits naturels. Réponse B. L'ensemble des espèces vivantes sur la Terre. Réponse C. La culture des fruits. Vous avez 1 minute pour y répondre dans vos classes. C'était B. L'ensemble des espèces vivantes sur la Terre. Je pense pas qu'il y en a qui ont dit autre chose. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'était comme facile comme question. Trop facile. Passons à la deuxième question. Qu'est-ce qui menace la biodiversité? Réponse A. Les tremblements de terre. Réponse B. Les ouragans. Réponse C. Les activités de l'homme. Attention, c'est à vous, vous avez 1 minute. C'était C. Les activités de l'homme. Les activités de l'homme. Et voici la 3e et dernière question. De nos jours, des milliers d'espèces sont en danger de disparaître. Qu'en penses-tu? Réponse A. C'est très grave car elles sont utiles pour notre environnement. Réponse B. Ce n'est pas très grave car il y a beaucoup d'espèces sur Terre. Réponse C. C'est normal car la nature est faite ainsi. Vous avez aussi 1 minute pour y répondre.
30 secondes. La bonne réponse était A. C'est très grave car elles sont utiles pour notre environnement. Nous avons une petite vidéo d'explication. Nos jours sur la Terre, des milliers d'espèces sont en danger de disparaître. Et c'est très grave, car elles sont utiles pour notre environnement. Cette diversité de la vie, de toutes les espèces animales et végétales, des différences entre individus au sein d'une même espèce et de tous les milieux dans lesquels elles vivent, on appelle ça la biodiversité. C'est ce qui fait la beauté de notre planète, mais pas seulement. Il y a énormément d'espèces sur Terre. On en connaît un très grand nombre. La nature nous permet de respirer. Les forêts sont les poumons de la planète. Elle nous nourrit, elle nous fournit toutes sortes de ressources naturelles et beaucoup de médicaments avec lesquels on se soigne sont issus des plantes. Nous tirons donc énormément de bénéfices de la biodiversité. Sans elle, la vie elle-même ne pourrait pas exister. Mais aujourd'hui, la biodiversité est menacée par l'homme, car notre activité débridée dérègle le climat. L'expansion de nos villes, de nos routes et de nos centres commerciaux réduit l'habitat des espèces sauvages. Et nous surexploitons les ressources de la nature que la Terre nous donne, par exemple les océans. Il ne reste plus sur Terre qu'un arbre sur 5. Le reste, ce sont les champs et les villes des hommes, qui étaient autrefois des forêts. Alors, écoute bien ce chiffre. Les savants estiment qu'une espèce sur 3 est en train de disparaître de notre Terre. Les conséquences pourraient être dramatiques. Par exemple, tu as peut-être entendu dire que les abeilles sont particulièrement menacées. Chaque année, il meurt 5 abeilles sur 100. Ce sont peut-être 30 abeilles sur 100 qui mourront chaque année. Or, les abeilles permettent aux plantes de se reproduire en transportant les graines des plantes mâles vers les plantes femelles. Indirectement donc, elles nous nourrissent en permettant chaque année aux fruits et aux légumes de pousser. En Inde, le tigre du Bengale est repoussé par l'homme sur des territoires de plus en plus petits. Sa peau est l'objet de trafic et il souffre du réchauffement climatique. Sur 100 tigres qui vivaient en 1900, il n'en reste que 3. Et tu sais déjà que chaque naissance d'un bébé panda est célébrée comme un petit miracle. Protéger la biodiversité commence par quelques petits gestes simples. Vas-y, fais-les. La Terre te dira merci tous les jours. Bravo à tous. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions et réactions à Yann Arthus Bertrand en vous connectant à votre compte Equalix. Alors, nous avons une question de Lisa. Nous avons une première question de Lisa, en CM2, à l'école privée Sainte-Marie à Auxerre. Avez-vous déjà photographié le continent de déchets ? Alors, le continent de déchets, ça se voit pas. C'est pas visuel. Souvent, les plastiques, ils sont à quelques centimètres en dessous de la mer. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de... Alors, on voit quelquefois des photos dans les rivières qui sont on voit, couvertes de plastique, de tout ça. Même tu peux voir ça même en France, quelques endroits. Mais la mer de déchets dans le Pacifique, ça ne se voit pas. C'est gigantesque, c'est une taille énorme. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des endroits, il y a plus de plastique qu'il y a de plancton. Ces petits animaux minuscules qui sont dans la mer, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc tout ce plastique se dissout dans minuscules petits morceaux. Alors ça fait partie des déchets, mais c'est pratiquement invisible. Voilà. Donc je ne l'ai jamais photographié parce que ça ne se voit pas. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi continue-t-on
à détruire la nature pour construire des bâtiments? Une question de Malo en CE1 à l'école Notre-Dame à Chitenay. Mais c'est pas détruire l'environnement pour faire des bâtiments, parce que des bâtiments, souvent, on en a besoin pour vivre, pour habiter. Aujourd'hui, on est 7 milliards 400 millions, donc tous les jours, il y a de plus en plus d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, avec le progrès, avant, les petits-enfants mouraient dans beaucoup de pays. La santé, avec la santé le progrès de la santé, il y a beaucoup moins d'enfants qui disparaissent. Puis on vit beaucoup plus vieux aussi. Aujourd'hui, vivre jusqu'à 100 ans, ça paraît normal. Donc on a besoin d'habiter quelque part. Je crois qu'il faut le faire d'une façon correcte, d'une façon bien. Bien sûr qu'il faut construire, il faut que l'homme s'installe et s'installe dans le confort. Mais il faut faire attention de quelle façon c'est fait. Voilà, souvent c'est fait très vite et sans réfléchir aux dégâts qu'on peut faire sur l'environnement. Mais l'homme n'est pas un ennemi pour l'environnement. L'homme fait partie de l'environnement. L'homme est lui-même nature. Il n'y a pas d'un côté la nature et d'un côté l'homme. L'homme, il fait partie de la nature. Et il est une espèce comme les autres et il doit respecter les autres. Alors c'est compliqué. Souvent, on ne se rend pas bien compte pourquoi il faut le faire. Mais on voit bien aujourd'hui qu'avec les chiffres, la biodiversité disparaît au profit qu'il ne va pas rester que l'homme sur la Terre. Ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà. D'accord. Alors nous avons une question de Louisa en CM2 à Louis Réverchon au Couson au Mont d'Or. Comment faire stopper le braconnage des éléphants notamment, alors qu'il est déjà interdit et que cela ne suffit pas à l'empêcher? D'abord, il faut comprendre une chose. Le braconnier, en Afrique, souvent c'est des gens qui sont très très pauvres et qui n'ont même pas, souvent, qui n'ont pas de moyens pour vivre. On estime que, les gens, ils vivent avec 1 ou 2 euros par jour pour toute leur famille. 1 ou 2 euros par jour. Imagine si ton père ou ta mère, ils devaient... Alors je vais parler à toi, je vais parler à Camara. Imaginez si vos parents devaient vivre avec 1 euro par jour. Ils n'y arriveraient pas. Donc, c'est vrai que, d'abord, c'est lutter contre la pauvreté. À tous ces gens qui ont besoin de survivre... s'ils peuvent braconner un éléphant, si quelqu'un, un riche chinois, donne de l'argent à quelqu'un, il y a toute une chaîne qui va se faire sur le braconnage. Je pense que ce n'est pas les braconniers qui sont les plus méchants, on peut dire, ou les plus irresponsables, sont les gens qui achètent de l'ivoire. Alors voilà, il faudrait que l'ivoire soit aujourd'hui quelque chose comme un trésor sacré, que les éléphants soient des animaux absolument... impossible à toucher, comme des dieux vivants sur la terre, et qu'on les empêche de les tuer. Ça fait des années qu'on réfléchit comment faire, et on n'y arrive pas. On n'arrive pas, on n'a pas encore trouvé la solution. La vraie solution, c'est l'éducation et donner du travail. Que les gens qui tuent les éléphants aient un autre moyen de vivre. Alors voilà. On n'a pas trouvé la solution. Il y a des gens bien plus intelligents que moi qui y pensent depuis longtemps. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, les Nations Unies, les gens qui dirigent un peu le monde, décident qu'il soit aujourd'hui interdit de faire du commerce de l'ivoire. Voilà une des solutions. D'accord. Alors, nous avons une question de Samuel en CE2 à l'école élémentaire Jean Jaurès à Épernay. Pourquoi la mort d'une espèce entraîne la mort des autres ? Parce que y a une espèce de cascade. Par exemple, les éléphants, on dit à quoi servent les éléphants? On pourrait très bien dire, on va vivre sans éléphants, par exemple. Les éléphants, dans ta vie, toi, quotidienne, tu n'as pas besoin d'éléphants pour vivre. Mais les éléphants, en fin de compte, quand ils vont dans la forêt, d'abord, ils vont d'arbre en arbre et ils vont amener de la pollinisation, ils font des chemins, avec leurs crottes qu'ils vont faire, ça va amener des animaux. Puis c'est un chemin ancestral qu'ils vont faire et la forêt a besoin des éléphants pour vivre. Il y a une espèce de chaîne incroyable entre les insectes, les oiseaux et les arbres avec les éléphants. Voilà. Et puis aussi, il faut comprendre que souvent, les animaux, on se dit pourquoi les rhinocéros c'est important, pourquoi il faut... On a besoin aussi de beauté pour nous, on a besoin de vivre dans un endroit où les animaux qui soient beaux, qu'on est content pour regarder. Moi, j'aimerais que mes petits-enfants, ils puissent regarder les éléphants comme moi je les ai vus, qu'un jour, vous êtes qui me regardez dans la classe, vous puissiez un jour faire un voyage en Afrique et voir vous-même des éléphants sauvages. Alors je pense que chaque animal a sa place et qu'il faut la respecter. Voilà.
Il n'y a pas d'animaux moins importants les uns que les autres. Il y a des animaux qui font peur. Le vautour, c'est dégoûtant le vautour, mais le vautour, on a besoin du vautour. Parce que le vautour, il va manger les animaux qui sont morts, ça va éviter de pourrir, ça va empêcher les maladies. Chaque animal est important. Le requin, bien sûr le requin ça peut être dangereux, mais le requin il est indispensable dans la vie de la mer. Il a sa place. Et si les requins disparaissent, ben voilà, il y a d'autres animaux qui vont arriver. Par exemple, moi j'ai une maison dans le sud et quelquefois il y a beaucoup de tortues. Il y a beaucoup de méduses, excuse-moi. On ne peut pas se baigner parce que tout le monde, vous avez tous vu, vous avez été au bord de la mer et il y a tellement de méduses qu'on n'arrive pas à se baigner. Pourquoi il y a beaucoup de méduses? Que souvent on pense parce qu'on a braconné, on a tué les tortues qui sont prises dans les filets ou qu'on les a tuées et ces tortues mangeaient les méduses. Voilà, donc il y a beaucoup de méduses, sans doute, parce qu'il y a beaucoup moins de tortues aujourd'hui. Donc il y a une espèce de cercle comme ça c'est difficile à comprendre et en même temps facile aussi à comprendre. C'est-à-dire que c'est pas évident, mais quand on réfléchit un petit peu, chaque animal a sa place sur Terre. Voilà. Et chaque animal est utile à l'autre. Comme tous les hommes sont utiles à l'autre. On a tous à apprendre de l'autre. C'est aussi important. Et j'ai à apprendre de toi. Voilà. Et j'ai à apprendre aussi de tous les enfants qui me posent des questions. Allez-y. Nous avons déjà reçu plus de 2000 questions. Merci à tous. Nous avons une question de Nathanaël en CM2 à Notre-Dame de la Bretoche à Chessy. Les espèces peuvent-elles évoluer et s'adapter au changement et créer ainsi des nouvelles espèces? Bon, c'est l'évolution. Alors, je ne suis pas très calé là-dessus, je ne suis pas un scientifique, mais c'est vrai que de toute façon, l'évolution du monde est fait qu'on se transforme. Mais ça ne va pas se faire. C'est vrai qu'on va s'adapter au changement climatique, mais on ne va pas s'adapter en quelques années, il faut des milliers d'années. Voilà, donc l'évolution, elle se fait sur une longue période et pas rapidement. Bien sûr, de nouvelles espèces qui vont s'adapter, mais aujourd'hui, les espèces qui s'adaptent... Alors, les nouvelles espèces, je sais pas, par exemple, il y a des animaux qui s'adaptent à l'homme. Il y a des renards qui rentrent dans les villes alors qu'avant ils ne rentraient pas. Il y a des animaux qui s'adaptent à l'homme. Mais qu'une espèce évolue, je ne suis pas un grand spécialiste pour te dire. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question trop difficile pour moi, je suis désolé. D'accord. Mais je sais que l'évolution, ça se passe sur des milliers d'années. On a maintenant une question de Clémence. Oui, vas-y Clémence, on t'écoute Clémence. Qui demande qu'est-ce qu'on peut faire à notre âge pour protéger la planète? Alors, d'abord, protéger la planète, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que la planète, elle va être là tout le temps. Nous, l'homme, il est arrivé il y a quelques millions d'années. Et avant, la planète, elle était là depuis des milliards d'années. Donc la planète, elle va continuer à vivre sans les hommes, hein, si jamais on disparaît. À l'époque des dinosaures, il n'y avait pas d'hommes, et puis les dinosaures étaient là, puis un jour, ils ont disparu, mais la planète, elle a continué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la vie sur Terre, enfin, telle qu'elle est? Parce qu'on vit dans une vie extrêmement confortable. On voit bien d'ailleurs les cyclones qu'il y a très longtemps. On vit dans un climat tempéré avec tout, c'est bien organisé, il n'y a pas trop de tempêtes, il n'y a pas trop de pluie, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, tout ça, il y a un cycle qui s'est fait. Et quand, par notre vie au quotidien, on est en train de transformer avec le changement climatique, à cause des énergies fossiles, les énergies qui sont dans le sol, qu'on prend avec le pétrole, qu'on utilise tous les jours, c'est en train de changer le changement climatique. Et ça va changer notre confort qu'on a. D'ailleurs, les gens qui vivaient sur les îles, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, entendu parler, il y a quelques temps, il y a eu des ouragans, voilà, les inondations. Les gens, ils n'étaient pas habitués à ça. Mais si ça arrive chez nous, nous aussi, on va être terrorisés, on va souffrir de ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réfléchir au quotidien. Alors, il y a une chose qui est très simple, que je dis souvent, c'est manger moins de viande. Parce que la viande, évidemment, comme on déforeste pour nourrir des animaux, si on mange moins de viande, on va moins déforester. Alors, c'est pas arrêter de manger de la viande, mais c'est d'en manger un peu moins. Puis c'est de réfléchir. Je pense que moi, j'ai pas toutes les questions. Les parents peuvent donner, tes profs peuvent te les donner. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas uniquement couper l'eau quand on se lave les dents. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est consommer moins. On vit dans un pays, une civilisation où on achète et on jette. Peut-être qu'il faut apprendre à moins jeter, à plus recycler, à se resservir de nos vieilles affaires. Pour pas, quand tu achètes une chemise qui est faite en Chine, alors ça donne du travail en Chine, mais si on peut la recoudre et la réparer,
C'est un exemple. Hein. On n'est pas obligé d'acheter un nouveau portable tous les ans. Voilà. Ne pas jeter, c'est très important. D'avoir le respect de la nature et des animaux. Je pense que jeter de la nourriture, ben, c'est ridicule, parce qu'il a fallu beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie pour le faire. Voilà. Éviter d'une façon plus sobre. Et puis aussi, c'est important d'aider les gens qui font bien. S'il y a des paysans qui achètent de l'agriculture bio, on sait que le bio c'est meilleur pour la santé, donc il faut essayer d'acheter ces choses. C'est un peu plus cher, mais c'est mieux pour la santé. D'aider les gens et des gens qui vendent des vêtements qui sont du commerce équitable, qui ont été faits par des gens qui ont eu des bons salaires. Aider les gens autour de toi qui font du bon boulot et de consommer bien. Voilà. Alors, moi je peux vous dire. C'est moi, mais vos parents pour vous en dire autant, puis les professeurs, parce que les profs, souvent, ils connaissent beaucoup mieux que moi sur les sciences naturelles. Voilà. Moi, j'ai une question. Vas-y. Pas difficile, s'il te plaît. Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Tu sais, quand tu regardes les chiffres avec les yeux ouverts, tu t'aperçois que tous les chiffres sont plus mauvais d'année en année. C'est terrible de penser que la biodiversité qui disparaît, le changement climatique, l'épuisement des ressources, les réfugiés qui arrivent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. On n'a pas à se poser cette question. Ce qui est important, c'est de faire, d'agir, d'être un acteur de ta vie. Tu ne peux pas regarder le monde en disant « ouais, il y a des choses qui ne vont pas, moi je ne suis pas grave, on verra bien ce qui se passait, on va bien falloir ce qui se passe ». Il faut se dire « moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Et on peut tous faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose. Et c'est à toi de le trouver. Voilà, tu vas chercher et tu vas trouver. Voilà. Dans le film Human, qui est un film que j'aime beaucoup, il y a un petit garçon qui dit à la fin qu'il vit dans la rue, c'est des petits garçons qui sont abandonnés dans la rue, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, il vit à Kinshasa, au Congo. En plus, je suis d'origine du Congo. Ah ben voilà, de Congo. Congo-Brazzaville ou Congo-RDC RDC. Voilà. Et le petit garçon, il dit on a tous une mission sur Terre. C'est à moi de la trouver. Mais c'est génial, un petit garçon qui a 12 ans qui dit c'est ça, c'est une intelligence incroyable. Toi, tu as une mission sur Terre, vous avez tous une mission sur Terre, et moi j'en ai une. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Si tu peux dire que ta vie n'a aucun sens, tu peux dire aussi ma vie a du sens. Et donner du sens à sa vie, c'est d'être utile à la société. Voilà. C'est difficile de répondre à cette question sans être prétentieux. Voilà, vas-y. Alors, une question de Nina C. en CM2, école intercommunale à Saint-Martin-de-Palière. Quel est l'animal le plus en danger que vous avez photographié? J'ai photographié des requins qui sont en danger parce que, vous savez, on fait de la soupe avec les ailerons de requins. On fait de la soupe, les Chinois, ils mangent beaucoup la soupe. Donc on tue les requins uniquement pour les ailerons. Là, on coupe les ailerons puis on les remet à l'eau. J'ai photographié ça. Et puis il y a un animal qui est en danger, c'est le lion. Le lion, j'ai photographié les lions pendant 3 ans, c'est les animaux que j'aime beaucoup. Moi j'ai élevé beaucoup de lions, par exemple j'ai élevé au biberon, beaucoup de lions dans les parcs, ils tuaient les bébés lions parce qu'ils en avaient trop, et moi j'en ramenais chez moi dans ma réserve zoologique quand j'avais 20 et 30 ans, et j'ai élevé avec des biberons, des bébés lions. Et aujourd'hui, quand je suis parti étudier les lions au Kenya, jamais j'aurais pensé que le lion serait un animal en voie de disparition. Mais malheureusement, dans la vie actuelle, l'animal sauvage, que ce soit le lion, que ce soit le loup, que le loup et l'ours en France, il dérange les gens. C'est normal, on a peur d'avoir des loups. Donc il faut essayer de vivre avec l'animal sauvage, c'est très compliqué. Et vivre avec des lions quand tu as du bétail, des Maasai ou tu as de l'agriculture au Kenya, c'est difficile. Donc les lions sont aujourd'hui un animal en voie de disparition. Et jamais j'aurais pensé de ma vie que les lions auraient été en voie de disparition en animal sauvage. Le tigre, par exemple, qui est vraiment un animal en voie de disparition parce qu'il dérange. Bien sûr, c'est pas grave de vivre près d'un tigre, tu as peur que le tigre mange tes enfants ou tu as peur que le tigre mange des animaux. Et l'animal, il faut qu'il mange, il va pas tuer des gens. Donc c'est en voie de disparition parce bien sûr, on les empoisonne et on les tue, à tel point qu'aujourd'hui, il y a plus de tigres qui sont dans les zoos, en captivité, qu'il y a de tigres en liberté. Voilà. Donc les animaux, aujourd'hui, je pense que tous les animaux que j'ai photographiés, malheureusement, sont en voie de disparition. Les girafes, les hippopotames, tous les animaux sont en voie de disparition parce que l'homme est en train de consommer la terre pour vivre. Voilà. Alors c'est pas agréable de vous dire ça à des enfants, mais bon, je pense que la nature a une très grande résilience et que très vite ça peut changer. Il y a par exemple dans la mer, il y a des endroits où il n'y a pas de poissons du tout, on arrête de pêcher et en 10 ans les poissons reviennent. Et moi je pense que voilà, partout. Si on arrêtait de chasser, arrêtait tous les animaux, essayer de vivre
Essayer de vivre avec eux, c'est pas facile de vivre avec des animaux. Regarde, les moustiques, ils te dérangent. Dès qu'il y a des moustiques, paf, tu mets un peu de pesticides. S'il y a des rats, tu vas mettre du piège à rats parce que les rats te dérangent. Mais les rats, ils font aussi partie de la biodiversité. Il faut aussi les respecter. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'il y en ait pas assez. Un renard, les renards, bien sûr, ça mange les poules. Mais on a besoin des renards en France. Il ne faut pas toujours supprimer les animaux qui nous dérangent. Il faut apprendre qu'il y a un prix à payer de vivre avec les animaux sauvages. Et bien voilà, moi j'ai en tout cas ce prix, j'ai envie de l'accepter. Voilà. D'accord. Alors, nous avons une autre question de Marquelot en CM1 à l'école du Marquelot à Saint-Hilaire-de-la-Noaille. Oui. Que pensez-vous des zoos? Alors, moi, je me suis occupé d'une réserve zoologique entre 20 et 30 ans, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors aujourd'hui, les zoos, c'est plus les zoos qu'il y avait avant. Aujourd'hui, il y a des grands zoos, le zoo de Beauval, par exemple, où il y a des pandas. C'est les animaux, on essaye que les animaux soient des grands espaces, et on essaye de les protéger, et on essaye qu'ils aient une vie agréable, et surtout les animaux en voie de disparition qui ne peuvent pas reproduire dans la nature, qui peuvent reproduire en zoo. Alors, je ne suis pas pour les zoos pour que les animaux soient enfermés, et maintenant je me dis peut-être qu'on a besoin des zoos pour faire de l'éducation, et puis aussi on a besoin des zoos pour protéger les animaux. Alors, je suis toujours un peu entre les deux, voilà. Et moi j'ai eu une réserve zoologique, donc je sais ce que c'est, et donc je ne vais pas taper sur mon ancien métier, mais moi j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, d'importer des animaux que je ne ferai plus aujourd'hui, c'est sûr. Voilà. Donc, oui aux bons zoos et non aux mauvais zoos, voilà. Les animaux sont heureux, il faut que les animaux soient bien. Enfin, on fait exploser le standard. Alors, voyez-vous la pollution quand vous prenez des photographies? Une question de Erin en CM2 à l'école privée Sainte-Marie-Chevry. Comment elle s'appelle? Erin. Erin, bonjour Erin. Alors, d'abord, la pollution, en fin de compte, elle ne se voit pas trop. Et ça, le problème. Si tout le carbone qui était dans le ciel changeait la couleur du ciel et que le ciel, au lieu de devenir bleu, il deviendrait rouge, malheureusement, ça ne se voit pas. Et souvent, les pesticides qu'on met dans les champs ne se voient pas. Les pesticides qu'il y a dans les rivières ne se voient pas. Alors malheureusement, quand on le voit, c'est souvent trop tard. Les poissons qui meurent, tu vois, où ça change de couleur. La pollution, par exemple, quand tu vas... je viens de voir un film sur la pollution des textiles, par exemple, le cuir. Dès qu'on porte aujourd'hui, le cuir, c'est très polluant, les usines qui font du cuir. Le cuir, c'est quoi? C'est la peau des animaux qui sont tués et qui sont traités. Donc, en fin de compte, on ne veut plus le faire en France, on va le faire ailleurs. On va le faire au Bangladesh, c'est très loin, on se fiche de polluer. Alors, j'ai photographié des endroits où les pollutions étaient épouvantables. On voyait, ou pour faire des jeans, par exemple, on voyait toute l'eau qui devenait bleu ciel. Là, on le voyait, parce qu'on veut le faire à l'étranger, qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas les mêmes règles qu'en France contre la pollution. Alors, souvent, malheureusement, la pollution dans les pays en voie de développement qui ont besoin de vivre, elle se voit. Parce que les gens, il y a des règles, ce n'est pas les mêmes règles. Mais dans nos pays, malheureusement, elle ne se voit pas et elle existe quand même. Quand on parle à Paris, par exemple, que les voitures diesel avaient empoisonné l'air, tu vois, empoisonné l'air dans Paris, il y a quelques mois, Paris était interdite aux voitures. C'est incroyable de penser ça. Cette pollution, tu ne la vois pas. Tu la ressens, tu respires, c'est bon pour la santé, mais tu ne la vois pas. Donc malheureusement, je dis bien malheureusement, j'aimerais pouvoir... photographier la pollution, cette pollution invisible, la voir beaucoup mieux. Et on ne la voit pas. Voilà. Il y a des endroits où ça se voit et quand ça se voit, c'est beaucoup trop tard. D'accord. Nous avons une question d'Alessandro en CE1 à Saint-Charles à Monaco. Pourquoi l'écologie n'est pas une matière comme les mathématiques, le français? Alors, salut Alexandro. On va venir à Monaco faire une exposition de photos avec des conférences. J'espère que je vais pouvoir te rencontrer bientôt avec mon ami Cédric, qui va vous parler de la mer. On sera là-bas à la fin décembre, voilà, avec Monacologie. Alors la question, vas-y, redis-moi la question, j'ai oublié, je disais bonjour Alexandro. Pourquoi l'écologie? Mais si, je pense que l'écologie, elle est enseignée un petit peu dans les sciences naturelles. Hein. Je pense que l'écologie fait partie aujourd'hui, elle a peut-être pas, c'est pas des cours d'écologie, mais parler de sciences naturelles, si on peut parler d'écologie. Je pense que le tri sélectif. Le tri sélectif, d'abord. L'école, elle n'est pas là pour toujours tout apprendre. Il y a aussi les parents qui peuvent apprendre des choses. Et puis aussi, voilà, il y a des gens autour de toi. L'école, c'est pas l'école qui apprend tout. Tu peux aussi toi-même, avec tes parents, avec les gens de la ville qui vous mettent les poubelles, voilà, en lisant. Il ne faut pas demander à l'école de tout faire aussi. Voilà, je pense que puis le tri sélectif, quand même, je trouve que c'est pas mal expliqué. Hein, voilà. Non, tu trouves pas assez? Bon, d'accord. Bon, on va parler du tri sélectif à l'école, s'il vous plaît. Voilà.
Non, je pense que non. Si je pense que l'écologie, on en parle beaucoup à l'école, d'abord parce que les profs sont très impliqués. Et je suis étonné de moi avoir dans toutes les écoles où je vais de voir comme les professeurs parlent énormément d'écologie et qui connaissent très bien leur boulot. Et puis souvent il y a une demande chez les enfants, une demande parce que de l'écologie c'est aimer la terre, aimer la vie. Il y a beaucoup de naïveté, il y a beaucoup d'utopie là-dedans. Utopie, quand on est enfant, on veut changer le monde. Eh bien les enfants, et vous avez raison. Dans l'écologie, je crois être au cœur de l'éducation. Moi, je crois au contraire. Voilà. Alors, quel a été votre voyage le plus difficile et pourquoi? C'est une question d'Adina en CM1 à l'école du centre. Adina. Oui, Adina. Bonjour Adina. À l'école du centre publié en Fion. Alors là, le voyage le plus difficile que j'ai fait, Et pourquoi? parce que j'ai eu un accident d'hélicoptère et j'ai failli me tuer. Mon hélicoptère est descendu, je me suis écrasé sur une maison. C'était quand j'avais été à Katrina, j'avais été photographier des... Tu sais, Katrina, c'est un grand cyclone qui avait eu en Amérique. Et j'avais été photographier les inondations, et puis j'ai eu un accident d'hélicoptère. Voilà, j'ai rien eu, voilà, donc on a eu de la chance, mais j'ai bien failli mourir, et donc c'est peut-être le plus mauvais souvenir que j'ai eu. Mais toi, je suis impeccable, je suis là, voilà. Parce que l'hélicoptère, c'est un peu dangereux quand même, faut faire attention. Voilà, ça vole pas comme un avion, donc quand le moteur s'arrête, boum, ça tombe. Voilà. Mais c'était pas, bon, tout s'est bien passé. Mais j'ai quand même vu descendre, pendant 2 minutes, j'ai cru que j'allais mourir, et je suis là, et je vous embrasse. Vas-y. Alors, une question de Sandy en CM1 à Alix de Bretagne, Saint-Aubin du Cormier. Pourquoi les océans ne sont pas mieux exploités comme source d'énergie? Eh bien, Sandy, c'est une très bonne question. Et je te remercie de la poser parce que moi aussi, je suis étonné. Pourquoi c'est pas mieux exploité? Parce que c'est vrai que les marées, c'est une force incroyable. Hein, on voit bien, c'est des tonnes d'énergie et qu'on ne les exploite pas assez. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est plus compliqué que je pense, mais je pense que c'est vraiment dans un avenir proche, on se servira beaucoup plus des marées comme énergie. Et d'ailleurs, dans le temps, en Bretagne, je ne sais plus exactement où c'est, j'avais vu un espèce de moulin à marée, où l'eau, pendant que la marée montait, elle allait remplir une espèce de petit lac, et quand la marée descendait, on ouvrait un petit panneau, et ça faisait tourner un moulin, et ça faisait du blé. On se servait de l'eau qui s'écoulait, voilà, comme énergie. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne se sert pas assez de l'énergie de la mer. Je suis entièrement d'accord avec elle. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Et puis surtout aussi une chose, c'est que le pétrole n'est pas cher. Et tant que le pétrole n'est pas cher, pourquoi les gens qui font de l'énergie vont s'amuser à faire de l'électricité? Si demain le pétrole valait 3-4 fois plus cher pour ta voiture, ton père il ne le prendrait pas ou ta mère ne le prendrait pas. Donc comme le pétrole n'est pas cher, on ne cherche pas trop les nouvelles façons d'énergie parce que ça coûte bien moins cher de faire un trou et de prendre du pétrole, voilà, que de construire des machines ou de faire des éoliennes qui sont sous la mer pour faire de l'énergie. C'est un peu pour ça, la vraie raison c'est que le pétrole n'est pas assez cher. Et c'est dommage. Il faudrait que le pétrole soit beaucoup plus cher. Voilà. Et en plus, le pétrole, c'est le responsable. Hein, vous savez tout ce que c'est que le pétrole. C'est des plantes et des animaux qui sont morts, qui ont été enterrés sous la terre et qu'on ressort dehors. Et comme ces plantes, c'est elles qui avaient capturé le carbone pour qu'il y ait de l'oxygène sur la terre, eh bien, quand on les remet à l'extérieur, elles renvoient dans l'air tout le carbone qu'elles avaient pris. Voilà. Dès qu'on brûle du carbone, on remet du carbone qui avait été pris dans la terre pendant des millions d'années. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de dépenser le moins possible d'essence ou de pétrole. Voilà, c'est la chose qu'on peut faire, en tout cas. Y réfléchir. Voilà, pas prendre sa voiture pour faire 1 kilomètre, peut-être les faire à pied ou en vélo. Une question de Gabriel, Pauline, Siri et Alban en CM2, Sainte-Ursule, à Pau. Bon, salut Sainte-Ursule. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait le plus de peine, qui vous a le plus choqué? Alors peut-être que tu vois, c'est peut-être pas moi en ce moment ce qui m'a plus choqué, c'est la nature de l'homme, la nature de l'homme de faire encore des guerres. Quand tu vois hier soir, j'étais dans une conférence sur ce qui s'est passé en Syrie avec tous ces enfants soldats et avec toutes ces femmes qui ont été faites prisonnières. Et ce qui me fait plus de peine, c'est de voir aujourd'hui. C'est le non-respect que nous, les hommes, on a même pour les hommes entre nous. Voilà, et je pense qu'on devrait interdire la guerre. Voilà, on devrait plus fabriquer d'armes, on devrait interdire la guerre. Et toute cette... on regarde la vie sur Terre, la biodiversité,
En fin de compte, tant on ne sera pas capable de nous respecter, nous, de respecter l'homme, eh bien, je ne sais pas si on sera capable de respecter la vie sur Terre. Voilà, je pense que respecter l'homme, c'est important, et parce que l'homme fait partie de la vie. Et puis voilà, il n'y a pas d'un côté les animaux, je répète, et d'un côté l'homme. Et surtout tous ces réfugiés qui arrivent en bateau, voilà, qu'on n'est pas capable d'accueillir chez nous. C'est compliqué, je n'ai pas la solution. Mais vraiment, ce qui m'a fait... voilà, c'est tout ce qui se passe en ce moment de l'homme envers l'homme, quoi. Cette situation difficile en ce moment de cette guerre en Syrie, de ces réfugiés qui arrivent par milliers tous les ans pour vivre chez nous. Voilà, ça c'est quelque chose qui me fait énormément de peine. Et peut-être que de m'occuper d'animaux, de m'occuper de la nature, je m'aperçois que l'espèce, en fin de compte, qu'il faut protéger aujourd'hui, ben, c'est l'homme. Il faut faire attention à ça. Voilà. Alors, c'est pas, la réponse n'est pas forcément ce que vous attendiez, mais c'est ce que je ressens profondément. Merci. Nous avons une question de Gaston, un CE2, au lycée français Jean Monnet à Bruxelles. Bon. Bonjour Bruxelles. Et salut Gaston. Pourquoi avez-vous invité des écoles à votre conférence? Parce qu'on me l'a demandé. Voilà, parce qu'on m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que vous pourriez pas venir? Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les écoles avec la fondation Cool Planète, qui est à Paris, dans le Bois de Boulogne. On reçoit beaucoup d'enfants, on reçoit beaucoup d'écoles, et j'espère que vous pourrez tous venir à la fondation Cool Planète. J'avais fait aussi des posters dans les écoles. Je pense que quand tu as la chance de faire ce métier que je fais, d'abord, moi, je suis qu'une passerelle. Je ne suis pas un scientifique, je ne connais pas très bien tout ça. Je demande aux scientifiques les chiffres. Et quand tu as la chance d'avoir fait ce métier, qui t'a enrichi, qui t'a rendu meilleur. Le métier que je fais, c'est un métier génial, de parcourir la nature, d'essayer de comprendre le monde, c'est formidable. Mais c'est bien de transmettre. Il n'y a rien de mieux dans la vie que transmettre. Je pense que tous les profs qui sont là, qui m'écoutent, le comprennent. Le fait de transmettre son savoir, c'est fabuleux. Ben moi, j'essaye de transmettre ce que j'ai vu et ce que j'ai appris à ma petite échelle. Et que... Je pense que l'homme est fait de telle façon qu'il est né pour essayer... On veut tous faire un monde meilleur autour de soi, et que voilà, et de transmettre ce que tu as appris, ce que tu as vu, ben, c'est un cadeau formidable. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, plus tu donnes et plus tu reçois. Et moi, je reçois énormément, j'ai beaucoup de chance. Je fais un petit coucou à la Belgique. Il y a plus de 30 pays qui nous regardent. 30 pays. Il faut faire attention à ce que je dis. Attention. Alors, pourquoi les hommes détruisent-ils la terre pour l'argent? Ne savent-ils pas que sans elle, on est mort? Tao, en CP, école de Griverie, Gomé-le-Châtel. Bon, salut Tao. Alors, pourquoi l'homme détruit la terre? C'est trop difficile comme question, ça. Les enfants, ils te posent des questions impossibles. Notre monde, il est basé sur la croissance, il est basé sur acheter plus, vendre plus. Quand tu vas dans la rue, tu as des publicités en grand, il faut acheter ci, tu prends le journal, il faut acheter ça, vous serez plus heureux, tu regardes la télévision, acheter ce nouvel céréale, acheter ce nouveau jouet, acheter cette nouvelle voiture. Donc, on est toujours dans un chose de... Alors, on détruit la nature pour avoir plus. On détruit la forêt pour cultiver, on va prendre des énormes filets, des énormes bateaux pour vider la mer, pour vendre encore plus de poissons. Voilà, on a cette espèce de... Et je pense que nous, le pays, en France par exemple, on est le 6e pays le plus riche du monde. 6e pays, il y a 180 pays dans le monde. Nous, on a assez, on n'a pas besoin de croître en plus. Et en même temps, qui c'est qui va payer les professeurs? Qui c'est qui va payer les routes? Qui c'est qui va payer les hôpitaux? C'est la croissance. Cette croissance, elle est basée sur la consommation. Donc, faut qu'on consomme. Alors, on n'a pas trouvé encore l'équilibre pour consommer d'une façon juste, pas trop, juste ce qu'il faut, mais pas, voilà. C'est difficile de comprendre ça. C'est notre civilisation. Ça marche, le monde vit comme ça depuis des milliers d'années, et aujourd'hui ça ne marche plus. On ne peut pas continuer à acheter, à jeter, à reacheter. Alors, il y a des pays qui ont besoin de croissance, des pays qui sont des pays pauvres,
ont besoin de croître, ou des pays où il n'y a rien du tout. Moi, j'étais au Congo la semaine dernière, où je m'occupe d'un orphelinat. Ils ont besoin de, bien sûr, c'est des pays où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. Bien sûr que ces gens-là, ils ont envie de partir chez nous, parce que nous, on vit dans un paradis. On a tout ce qu'il faut en France. Il y a des gens qui n'ont pas assez en France, bien sûr, mais 90% des gens ont assez. Et puis, dans 90%, il y en a quand même beaucoup trop. Ben voilà, il faudrait qu'on apprenne à partager. Alors, c'est pas la mort, hein, c'est pas la mort de l'homme, mais ça va être plus compliqué. On va vers un monde difficile. Voilà, si on fait pas attention. Mais je répète, on peut essayer de tout changer ensemble, mais il faut qu'on change tous ensemble. Voilà, c'est compliqué. Voilà, il faut peut-être une espèce de révolution économique, et personne n'a la solution. Et voilà. Et on vit, alors je ne sais pas si vous allez comprendre, mais on vit dans un déni. Le déni, c'est de savoir les choses, mais on ne veut pas y croire. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va arriver, mais on ne veut pas y croire. Et en ce moment, on sait très bien que si on continue comme ça, ben, ça va être la fin de quelque chose, un certain confort qu'on a, mais on ne veut pas y croire, et on n'a pas trouvé la solution, donc on continue comme avant. Voilà, je n'ai pas la solution, enfin vous l'avez peut-être plus que moi. Voilà. Alors, encore 2 questions. Oui. Nous avons une question de Yanis en 6e, au collège Saint-Gène-La-Salle à Talence. Salut Yanis. Est-ce que la nature va se rebeller à grande échelle? Si oui, l'avez-vous déjà vu? Alors, se rebeller à grande échelle, tu vois, les cyclones, voilà, ça fait partie de... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu regardes le journal en ce moment, aujourd'hui. Les incendies. Il y a des énormes incendies partout, énormes. Énorme incendie au Portugal, avec beaucoup de morts. Énorme incendie aux États-Unis, comme jamais ils ont eu. Les plus gros incendies jamais eu dans l'histoire des États-Unis, avec beaucoup de morts. Ça, c'est la nature qui se rebelle. Alors, c'est pas si elle se rebelle, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais c'est de plus en plus sec. Le climat est en train de changer, donc il y a beaucoup plus de vent. Voilà. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Regarde ce qui s'est passé avec les cyclones. Pareil, les inondations. Le problème, c'est que nous, on est dans des pays riches. Donc on peut supporter les cyclones et inondations parce qu'on peut envoyer aider les gens. Mais dans des pays comme le Bangladesh, qui sont des pays très très pauvres, qui vivent entre les glaciers qui fondent et les cyclones, eux, ils n'ont pas de moyens de se défendre. Alors ils vivent avec ça. Et ces gens-là, peut-être qu'un jour, on va avoir des millions de gens, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques, des gens qui ne peuvent plus vivre dans leur pays parce que le climat ne le supporte plus, trop d'inondations, trop de sécheresse, et qui viennent chez nous. Si les gens viennent en bateau chez nous, parce que chez eux, ils n'arrivent pas à vivre. Il n'y a pas que le climat, mais c'est une des raisons. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je ne sais pas si la nature se rebelle, mais je pense que c'est à nous de nous rebeller. C'est à nous tous de nous rebeller. Ce n'est pas la nature, parce que de dire comment je peux changer le monde. Et on peut tous, à sa façon, changer un petit peu le monde. Voilà, c'est ce qu'on appelle donner du sens à sa vie. Voilà. Et je pense que vous comprenez ça. Je pense que les enfants comprennent ça beaucoup mieux que les adultes. Voilà. Merci. Nous avons une dernière question qui vient du Maroc. Oui. J'ai fait un film sur le Maroc il n'y a pas longtemps, sur France 2, j'espère que vous l'avez tous vu. Voilà. Alors, une question de Yazid en CE1. Salut Yazid. À Albert Camus à Rabat. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait des lions dans l'Atlas, montagne du Maroc? Mais bien sûr, quand tu regardes les peintures qu'il y a sur les rochers au Maroc et en Algérie, tu as l'impression qu'il y avait des girafes, il y avait des hippopotames. Alors, tu imagines que dans le désert, tu vois des dessins d'hippopotames sur des rochers, tu dis mais comment ils ont pu voir un hippopotame? Parce que dans le temps, il y avait de l'eau. C'est le climat qui change, c'est vrai que la Terre est une perpétuelle évolution et que, voilà, et que nous, on est en train de faire une évolution beaucoup plus rapide. Mais en effet, c'est vrai qu'il y avait des lions dans l'Atlas, avec une grosse crinière noire. Et le dernier lion au Maroc a été tué il n'y a pas si longtemps que ça, une centaine d'années, je crois. Voilà. Voilà, c'était difficile pour les bergers. Et je comprends très bien que pour un berger qui vit dans la montagne, un lion, ça le dérange. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils les ont tués. Et c'est dommage. Voilà. C'est fini maintenant, on ne pose plus de questions, mais j'aimais bien répondre à vos questions, les enfants. J'aimerais bien que ça continue encore. On peut continuer encore pendant quelques heures ou pas? Est-ce qu'on peut continuer encore longtemps à parler aux enfants? Malheureusement, non. Mais pourquoi? Pourquoi? À quelle heure est-il là? Il est 11h30, ils peuvent encore discuter. Tout le monde va aller manger. Toi, on va aller manger, d'accord. Alors. Donc vous allez manger, mais moins de viande, s'il vous plaît. Et pas de gâchis. Il y a une école formidable à Montsartou, dans le sud de la France, où tous je suis en direct, je parle ou pas, là? Ils m'entendent ou pas? Bon, d'accord. Et Montsartou, dans le sud, où l'école est bio. Ils ont fait quelque chose de formidable pour pouvoir, parce que le bio est un peu plus cher. Les enfants peuvent choisir la taille des assiettes qu'ils consomment. Alors, s'ils ne veulent pas beaucoup, ils prennent petit. S'ils veulent beaucoup, ce qui fait que grâce à ça, ils consomment moins, ils ont pu faire bio. Voilà, donc l'école de Montsartou est une école formidable. J'espère que toutes les écoles du monde pourront manger bio bientôt. Voilà.
Et voilà, c'est déjà la fin. Merci à tous. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Vous pouvez m'écrire sur mon mail, je vais vous donner mon mail, qui est Yann, Y-A-2-N, avec un 2, yann2, @yab.fr. Yann2, @yab.fr. Posez des questions et on vous répondra à toutes vos questions. Voilà. Et j'espère vous recevoir un jour à la Fondation Good Planet. Et voilà. Et avec tous vos profs, vos parents. Et votre chien, si vous en avez un. Il est aussi le bienvenu. Voilà. Merci. Nous avons reçu plus de 10 000 questions. Le 7 décembre, nous aurons la chance d'accueillir sur notre plateau Thomas Pesquet, l'astronaute qui était avec nous en direct l'année dernière. Thomas Pesquet, oui, il a photographié la Terre, comme moi, je photographiais pas d'hélicoptère, mais de son satellite. Voilà, il a fait des très belles photos. Et surtout, c'est drôle, comme il a pris conscience des dangers qu'avait la Terre d'en haut. Voilà, il est devenu écolo, en fin de compte, en faisant son travail, c'est formidable. N'oubliez pas que l'aventure continue sur Léa.fr. Bonne journée à tous et à bientôt.